Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La coalition mondiale contre la peine de mort attire l'attention sur les conditions de détention dans les couloirs de la mort. L'organisation reste engagée pour l'abolition mondiale de la peine de mort. Nos invités sur ce plateau, Mohamed El-Béchir Sengaré de Amnesty International Mali, Idrissa Hamidou Touré, juge, je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. La peine de mort, faut-il l'abolir, oui ou non? Nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Sengaré. Alors, selon vous, faut-il abolir la peine de mort? Absolument. Nous, depuis 1977, nous sommes dans ce registre de l'abolition universelle de la peine de mort. Et pourquoi? Bien, nous avons 10 raisons. Mais globalement, je peux évoquer un certain nombre d'entre elles. D'abord, nous estimons que c'est une atteinte à la vie qui est sacrée. Et ensuite, c'est un traitement inhumain, cruel et dégradant. Elle est discriminatoire, parce que dans bien des pays, eh bien, le coût du procès est trop cher et beaucoup n'ont pas la possibilité de se payer un avocat pour avoir un procès équitable. Et ensuite, dans les pays où on exécute beaucoup, c'est surtout les couches défavorisées, les malades mentaux, les migrants, même aux États-Unis. Et puis les pays asiatiques comme l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Et ensuite, elle est avilissante pour l'État, parce que l'État ne peut pas répondre la violence par la violence, puisque nous ne sommes plus, n'est-ce pas, au temps de la loi d'Italio, qui est surannée. Ce n'est plus une justice de vengeance, mais une justice institution qui a non seulement un objectif punitif pour faire cesser certains comportements sociaux, mais aussi un objectif éducatif et pédagogique. Puisque, à l'issue de la peine, celui qui est condamné peut être réinséré dans la société et prendre un bon chemin. Une autre raison, c'est que la peine de mort est, comment dirais-je, elle ne va contre aucune religion. Elle ne va contre aucune religion. Parce que ici, en général, on brandit la religion musulmane, mais le Coran ne prévoit pas une peine de mort, l'exécution d'une peine de mort systématique, parce que le Coran même prévoit une alternative à la peine de mort. La dia, le prix du sang symbolique. Donc il y a bien d'arguments qui militent en sa faveur. Et ensuite, ce que les gens ne comprennent pas aussi, le coût de l'exécution, surtout dans les pays comme les États-Unis, ainsi de suite, est plus coûteux que, n'est-ce pas, la réclusion à perpétuité. Et ensuite, il y a un autre argument que chacun dit, ce n'est pas dissuasif. Puisque les pays qui appliquent, c'est dans ces pays-là où il y a encore plus de violence. Même le vendredi, on va décapiter quelqu'un en Arabie Saoudite. D'accord, Monsieur Sengaré. Alors, et vous, Monsieur Touré, quelle est votre opinion concernant la peine de mort? Faut-il l'abolir, oui ou non? Oui, merci, madame. Moi, je crois que
moi, je ne soutiens ni la thèse des abolitionnistes, ni la thèse des non-abolitionnistes, d'accord? Moi, je crois que par rapport à la notion de peine de mort, ce qui est important, c'est de tenir compte de l'intérêt de la société. Il est vrai que condamner quelqu'un à mort et mettre en exécution cette peine-là, et après découvrir que cette personne-là avait été condamnée par erreur, c'est-à-dire les cas éventuels d'erreur judiciaire, c'est effroyable, c'est impardonnable. D'accord? Ça peut créer une sorte d'insécurité juridique. De l'autre côté, ça peut aussi créer une sorte d'insécurité juridique de ne pas condamner celui qui le mérite à la proportion de l'infraction qu'il a commise. Donc, dans un tel cas, il faut que les pouvoirs publics trouvent le juste milieu. Et selon vous, quel est ce juste milieu-là? Moi, je n'apprécie pas de ça. Comme je l'ai dit, c'est les pouvoirs publics qui apprécient et des organismes, des mouvements de pression tels que Amnesty International et autres. C'est eux qui peuvent booster en proposant ce qu'eux ils pensent être solution au pouvoir politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Il a dit que la peine de mort est coûteuse. Ça, c'est dans des pays comme les États-Unis et autres. D'accord? Mais de l'autre côté, c'est que le palliatif à la peine de mort, c'est quoi? C'est la réclusion criminelle à perpétuité, qui est autant coûteuse que la peine de mort. Je le dis pourquoi. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire que la personne elle est condamnée à vie à rester en prison. Il faudra bien que la société prenne soin d'elle, de lui. Ça, c'est coûteux. La nourriture, c'est coûteux. Les soins médicaux, c'est coûteux. Encore qu'il faille tenir compte d'éventuels engorgements des prisons. Tout comme il a toujours un aspect, c'est l'aspect religieux. Il y a des gens qui pensent qu'il faille répondre à la violence par la violence. Tout dépend des réalités socio-culturelles du pays. Généralement, dans des pays à tradition musulmane, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. On répond coup sur coup. Tu as tué, tu mérites d'être tué. Je ne crois pas que ce soit de la barbarie. Je ne crois pas aussi que ce soit contre la civilisation. Je crois juste que c'est une question de culture. C'est une question de culture religieuse. Par exemple, il a parlé du cas de l'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Il y a le cas de la Chine. Eux aussi, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Il y a certains États des USA qui encore continuent à pratiquer la peine de mort. Et même en Europe, vous en trouverez. Hein? Peut-être vous n'en trouverez pas certainement dans un pays comme le Portugal, je crois qu'il a été le premier à l'avoir aboli en Europe, je crois. Donc, c'est une question de culture. Mais ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu. Au Mali, la peine de mort, elle est prévue par les textes, mais de fait, le Mali a aboli la peine de mort. Parce que je crois que depuis les années 80, jamais il n'a encore été fait application de la peine de mort au Mali. Pourtant, c'est prévu que celui qui est condamné à mort soit fusillé. Mais on ne l'applique pas. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Comme je l'ai dit, de fait, c'est une volonté politique de nos autorités. Je crois ils ont opté pour ça officiellement, je crois, le 10 octobre ou le 17 octobre 2007. En tout cas, vers les années, c'était sous le régime, je crois, de ATT, qu'ils ont opté de fait. Mais bien avant, on ne faisait plus application de la peine de mort. Bien avant. Depuis les années 80, je crois, la dernière condamnation à la peine de mort, en tout cas qui a été exécutée, ça remonte aux années entre 80 et 84, je crois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. D'accord. Alors, M. Sengaré, M. Touré nous parle du juste milieu. Selon vous, quel est le juste milieu selon vous? Je comprends M. Touré, puisque même ce matin, lors de mes interviews, je disais que effectivement, le code pénal prévoit la peine de mort comme la peine maximale dans les affaires criminelles comme ça. Donc les juges sont tenus de l'appliquer. Et donc c'est légal. Mais la culture n'est pas figée. La culture évolue. Et
Parce qu'à partir du moment que nous ne sommes pas dans un État religieux, que ce soit catholique ou musulman, nous sommes dans un État, dans une république qui est laïque. Vous voyez, l'Église catholique a adopté le principe de l'abolition, l'Église catholique. Mais chacun, comme il a dit, chacun est dans sa culture. Et comment dirais-je, l'opinion en général fait que les autorités se méfient. Et nulle part au monde, l'opinion publique n'a été favorable. Quand la France l'a aboli en 1981, avec Badinter, de 1981 à maintenant, il y a eu plus de 27 tentatives de remise encore sur table la question de la peine de mort. Même dans les récents attentats de Paris, le débat a commencé. Ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Il faudra revenir aussi au protocole additionnel numéro 6 de la Convention européenne. Je voudrais que... ils ne peuvent pas sortir de je veux dire qu'on est toujours dans la tentation. Justement. Mais même ça, c'est culturel là-bas. Et le cas du Mali, vu que depuis les années 80, on l'a Oui, bon, ça, comme il a dit, ça, c'est une volonté politique. Parce qu'on ne peut pas éviter quelqu'un condamné tant que le président ne donne pas son accord. Vous voyez? Donc, il y a le recours en grâce. Tant que le président ne répond pas à ça, on ne peut pas, soit il refuse, soit il accepte. Mais tant que, depuis 1981, les dernières exécutions, c'est en août 80. Ah, voilà. Quand Karouba Koulibaly et Madou Keïta ont été exécutés. Et depuis sous Moussa, le Mali n'a pas exécuté. Donc c'est ce qui fait du Mali un pays abolitionniste en fait. Parce qu'il y a les pays abolitionnistes en fait et les pays abolitionnistes en droit. En fait, ça veut dire en pratique. En pratique. Quand on fait 10 ans sans exécuter, on est abolitionniste en fait. Mais lorsqu'on, par un texte législatif, réglementaire, on interdit, on l'est en droit. D'accord. Ouais. Alors, M. Touré, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les circonstances qui peuvent conduire une personne à la peine de mort? C'est une condamnation criminelle, la peine de mort. Il y a essentiellement 3 peines criminelles. Il y a la mort, la réclusion criminelle à perpétuité et la réclusion de 5 à 20 ans. Mais la plus élevée, c'est ça, la peine de mort, qui est couramment appliquée, qui est appliquée mais pas exécutée. C'est-à-dire très souvent, moi j'avais l'habitude aux assises de requérir la peine de mort contre des gens et la cour me suivait. Donc effectivement, il y a des gens qui ont été condamnés, on requiert très souvent des gens à ce que des gens soient condamnés, parce que ça dépend des circonstances de fait du dossier, des circonstances de fait pour lesquelles la personne est poursuivie. Imaginez que X ait été poursuivi pour avoir égorgé froidement sa femme. Il va de soi que celui qui va avoir un tel dossier requiert la peine de mort. Ça peut ne pas être suivi par le juge, mais tout comme eux aussi, ils peuvent suivre et appliquer la peine de mort. C'est-à-dire que de tradition, de culture musulmane, vous dites tout de suite, celui-là, il mérite la mort. J'ai l'habitude de voir des gens qui requièrent quand même, ils disent X, de fait de ce qu'il a, de la façon par laquelle il a commis son infraction, mérite la mort. Ça, c'est le juge n'étant pas un être désincarné, c'est son sentiment culturel qui parle en ce moment. Voilà. Et c'est généralement dans des circonstances pareilles que les gens sont condamnés à la peine de mort. Mais comme je l'ai dit, comme ils ont des avocats qui sont, même s'ils n'ont pas les moyens, ils ont des avocats qui le sont commis d'office, parce que ça se passe en cour d'assises, c'est pour des affaires criminelles. C'est l'État qui paye les avocats en ce moment. Et tout de suite après la condamnation, on présente un document, les avocats présentent un document pour que la peine soit commise en réclusion criminelle à perpétuité, de telle sorte que jamais la peine de mort ne laisse trace. D'accord. Voilà. Alors, M. Sangaré, vu que depuis les années 80, on ne la pratique plus, qu'est-ce qui tarde le fait que ce n'est pas changé dans le texte? Bien. Avant de répondre à ça, oui. Il a évoqué un de nos arguments que j'avais omis, qui est fondamental, l'erreur judiciaire. Allez-y. Aux États-Unis, depuis le rétablissement de la peine de mort en 1977, il y a eu ils sont à la 141e personne innocentée après 20 ou 30 ans, après plus de 30 ans dans le couloir de la mort. Il y a certains même qui ont été exécutés. Et après, le vrai coupable, ça c'est un aspect que je voulais ajouter.
Maintenant, le problème, quand on dit peine de mort, ce n'est pas, quand on dit crime, ce n'est pas le meurtre seulement. Dans beaucoup de pays, des pays comme la Chine, ainsi de suite, il peut y avoir 60 infractions passibles de la peine de mort. Dans certains pays, on parle de même le fait de donner son point de vue sur la religion. On parle d'apostasie, de blasphème, qui vous condamne à mort. Vous voyez? Donc, ce que je vous ai dit, la caractéristique fondamentale des organisations de défense des droits de l'homme, eh bien, c'est la solidarité internationale. Parce que c'est l'universalité et la solidarité internationale. Donc, en agissant, on sera utile pour d'autres, même si nous savons que, même si on condamne, on n'exécute pas. Vous voyez? Bon, maintenant, qu'est-ce qui tarde? C'est le manque de courage politique. Le Mali n'est pas plus musulman que le Sénégal, hein. Le cheval. Ouad a eu le courage politique de le faire. Oufouette l'a fait en Côte d'Ivoire avant que l'Église catholique n'adopte le principe de l'abolition. Donc partout où on l'a fait, eh bien, c'est un courage politique. Et je dis que l'opinion est versatile. L'opinion publique est versatile. Les sentiments changent en fonction des circonstances. Il a donné un exemple. Lorsque c'est quelqu'un qui, de sang-froid, tout le monde a le sentiment de faire... Mais quand même, ce que j'ai dit, que la justice d'institution n'est pas une justice de vengeance. Et la justice d'institution a des objectifs. Et il ne faut pas minimiser un de ces objectifs. Maintenant, ce qui fait que jusqu'à présent, ce n'est pas... Depuis lors du deuxième mandat de ATT en 2007, le gouvernement a initié son projet de loi. Ça, c'est un courage politique. C'est un courage politique. Mais ça allait à l'hémicycle. Quand ça allait à l'hémicycle, eh bien, ça a été renvoi sur renvoi, renvoi sur renvoi, jusqu'à ce que c'est relégué aux colonnes grecques maintenant, dans les tiroirs. Et je me demande même si ce projet n'est pas désuet. Oui, M. Touré, qu'avez-vous à répondre à la dernière question de M. Senghare relativement... Concernant le courage politique, le fait que le dossier tarde. En fait, moi, je crois que, vous savez, les questions de courage politique sont le plus souvent dépendantes, ça c'est de mon point de vue, des réalités socio-culturelles. D'accord? Ce qui peut être fait facilement au Sénégal peut ne pas être fait facilement au Mali. On a vu en 2011, je ne sais pas c'était en quelle année, avec quelle peine l'État est arrivé à faire adopter le projet de... le code des mariages et le code des personnes et de la famille. C'est ça notre problème. On a nos réalités culturelles. On a nos us et coutumes. Moi, je préfère toujours qu'il n'y ait pas ce déphasage-là entre les us et coutumes et les textes. Il ne sert à rien de se précipiter à prendre des textes simplement parce que les partenaires voudraient nous les imposer ou même parce que l'évolution du temps, on voudrait se conformer à l'évolution du temps et alors même qu'après, on ne pourra pas les appliquer. Ça ne servira à rien. C'est ça aussi le problème qu'on a aujourd'hui, le problème de l'applicabilité des textes qu'on prend. Vous partez, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Vous partez dans un milieu soninké ou bien dans le milieu kassonké par exemple. Monsieur violente sa femme, madame va chez le juge ou bien à la brigade convoquer son monsieur, son mari. Elle peut être sûre d'être répudiée. Il y a un volet fangalanti faible inflou là. Donc, c'est ça, ce sont nos réalités culturelles. Vous allez des fois vous retrouvez avec une dame qui a été violentée à sang. C'est-à-dire au sang, mais qui a 10, 15, 20 gosses avec le monsieur. Si vous placez ce monsieur-là sous mandat de dépôt, c'est-à-dire que vous le mettez en prison, ou même si vous le poursuivez et qu'il aille s'arrêter à la barre, ça n'est fini du foyer. Pourtant, la dame ne voudrait pas désister de son action. Elle voudrait bien qu'il y ait poursuite.
Ça, ce sont les réalités de notre milieu. Donc, je crois que c'est ce qui, des fois, bloque nos pouvoirs politiques. C'est vrai ce qu'il a dit, il faut avoir le courage de faire, il faut. Mais il ne sert à rien, en fait, d'avoir le courage de faire, de prendre un texte, si ce texte-là peut engendrer des troubles sociaux. Parce que c'est ça aussi quand on est responsable. Tout faire pour ne pas provoquer par ta décision un trouble social. C'est ça, en fait, le truc. Bon, encore que dans certains milieux, la réinsertion sociale dont il avait parlé pose problème. Vous voyez les questions de perception. Quand vous êtes condamné à perpétuité, condamné à mort, et que plus tard, pour bonne conduite, vous avez été libéré parce que gracié plusieurs fois, vous êtes en réalité dans l'imaginaire populaire condamné à perpétuité. Vous sortez demain, c'est-à-dire que vous voyez un peu. Vous pouvez aussi être perçu autrement. Ceux dont vous avez tué, par exemple, les parents, vous regarderont toujours d'une certaine façon. Votre présence même dans la société peut être cause de troubles sociaux. Il y a ces réalités-là que nous avons. C'est bien qu'on soit, puisque aussi il a parlé de l'universalité aujourd'hui, et ce qui se passe ailleurs, que ça se passe aussi chez nous, c'est bien beau tout ça. Mais et si ça ne cadre pas avec nos réalités socio-culturelles? Oui, M. Sengaré, oui. Est-ce que vous avez pris en compte l'impact social comme M. Je dis que c'est un manque de courage politique. Oui. Est-ce que je le répète encore? Le cas du code, parce que ça va nous détourner un peu de notre chose. Le cas du code, l'État était comment? L'État avait carrément cédé la place, aux leaders religieux. Ils étaient en quête de scrupules. Et chacun s'est réfugié chez les religieux. Et ce qui a été, grave, la députée qui a parlé, bon, elle est décédée aujourd'hui, et c'est celle qui a parlé à la radio, à la télé, elle a mal parlé aux gens. Elle a très mal parlé. C'est pas quelqu'un qui devait parler sur le code en disant que bon, quand vous n'allez pas en chose à la mairie, ce n'est pas un mariage. Et en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Donc, parce qu'il a parlé de ça là. Oui. Donc, il faut, parce que les événements sont dans des contextes. Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais ce n'est pas un problème de culture et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce qui est sûr, nous ne pouvons pas faire comme un couper-coller des attitudes de la France au Mali. Mais il a parlé de l'impact que ces réinsertions-là peuvent avoir sur la société. Donc, quelqu'un qui a, bon, en principe, quand quelqu'un est condamné à mort, je crois que peut-être c'est après 20 ans, 25 ans même, s'il ne meurt pas, hein, peut-être à un âge très avancé qu'il va sortir. Vous voyez, je connais des gens qui ont fait 30 ans de prison, ils sont ressortis et qui ont vécu 10 ans après. Et celui que je connais, il avait à peu près 86 à 87 ans quand il décidait. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'on focalise sur les criminels. Mais la plupart du temps, l'application de la peine de mort a été dévoyée dans nos pays là. Ce sont les opposants, les journalistes, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas de même avis que l'État. Ils galvaudent des preuves pour complot, ainsi de suite, et on les exécute immédiatement. On parle de ça. J'ai donné l'exemple de Nelson Mandela. Quand il a été condamné à mort en 1964, c'était légal parce que c'était la loi d'alors, du moment. Mais personne ne peut nier comment il a été utile lorsqu'il a été président. Parce que tout le monde s'inquiétait de ce que va devenir l'Afrique du Sud après l'apartheid. Mais cet équilibre qui est resté, même si c'est fragile, je crois que son œuvre, et il est mondialement, il est reconnu comme un modèle. Je parle de ces choses-là. C'est pas que je parle d'universalité. Vous voyez, nous, en agissant ici, nous pouvons aider beaucoup de gens. Même parce que nous pouvons dire, le Mali même, on n'applique pas. Hein.
Mais quelles sont les activités que Amnesty International a eu à mener concernant cette lutte dans l'abolition de la peine de mort? Depuis 2003, d'abord on a des journées phares. Le 10 octobre, qui est une journée instituée par la coalition mondiale, soutenue par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Il y a le 30 novembre, qui est la date de la première, c'est-à-dire de la première abolition de la peine de mort par un État moderne, le Grand-Duché de Toscane, qui est devenu l'empereur Philippe II, l'Empire germanique. Donc ça c'est le 30 ans. Donc on a intitulé ça vie pour la ville. Vous voyez, ville pour la vie. Donc depuis 2003, conférences de presse, causeries, débats, plaidoyer dans toutes les régions du Mali, Amnesty ne l'a cessé de faire. Et d'ailleurs, quand le gouvernement, M. Marafat Traoré devait présenter le projet de loi, ça a coïncidé avec une de nos conférences de presse à la maison de presse qui se trouvait à Tal Salam. Il nous a même demandé d'anticiper cette conférence de presse. On l'a fait. Mais Amnesty n'est pas pris en charge par l'État. Aucun sou de l'État, Amnesty n'accepte ça. Mais ça, c'était une coïncidence parce qu'on lui avait donné des documents. C'est lors des plaidoyers qu'il nous a dit qu'ils ont eux-mêmes un projet. Donc, chaque année, on le fait. Même cette année, je crois qu'il y avait Studio Tamani là-bas. Hein. Même cette année, on a présenté le rapport. Il y a la présentation aussi du rapport annuel sur la situation des condamnations et des exécutions de la peine de mort. Donc c'est un des combats quotidiens pour Amnesty, un combat de tous les temps. D'accord. Alors, M. Touré, M. Sangaré vient de nous évoquer des aspects concernant l'aspect socio-culturel dont vous avez parlé. Mais selon vous, est-ce que ça va de pair? En fait, moi je dis, ça c'est l'esprit de praticien qui parle. C'est les difficultés que nous, juges, nous rencontrons à longueur de journée. Il ne sert à rien de prendre un texte qui ne sera pas appliqué après. C'est ça en fait. Le truc dont je vous parle là, ce sont des choses que nous vivons au quotidien à l'intérieur du pays. Parce que le Mali, c'est pas Bamako. Bamako, ici, les gens vivent le droit. Ailleurs, c'est pas le droit, c'est autre chose. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que je vous donne un cas, par exemple, de viol entre conjoints. Vous allez expliquer ça je sais pas moi, à Kriane ou à Kirsigane ou à je sais pas où. Ils vont vous dire, mais c'est pas possible. Vous comprenez? C'est de ça dont je parle. Vous voyez, comme je l'ai dit, il revient au pouvoir politique à ménager les sanctions pénales de manière à ce que aussi bien les droits de ceux qui sont reconnus coupables que les victimes soient préservés. Le palliatif qui a été trouvé, comme je l'ai dit ailleurs, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Mais moi, je dis, même cette sanction-là aussi, il faudra se poser des questions à savoir si elle est protectrice des droits de l'homme. C'est ça. Vous gardez quelqu'un à vie, des fois, ils sont détenus dans des conditions infrahumaines. Hein? Parce qu'on a des centres de détention de 200, 300, 400, qui aujourd'hui se retrouvent à 1000, 2000, 3000, etc. Les moyens financiers ne suivent pas pour acheter du médicament et tout. Hein? Et pour nourrir correctement les gens, allez-y voir ce que les gens mangent dans les trucs. Amnesty International certainement fait des tours dans les centres de détention. Hein? Allez-y voir comment ils mangent. Vous ne pouvez pas manger ça. Vous donnez ça même à... Hein? C'est très compliqué. Hein? Des fois, vous donnez ce qu'ils mangent aux ânes, ils ne mangeront pas. Ce qui se passe dans ces coins-là, dans ces centres de détention. Donc, voyez-vous, est-ce que ce ne serait pas une délivrance même pour la personne? C'est ça aussi. Parce qu'il y en a qui préfèrent être délivrés que de vivre dans des conditions infrahumaines. Du moment où on ne peut pas les libérer. Oui, on ne peut pas les libérer.
Vous libérez quelqu'un qui a tué le grand frère de X, ils sont dans le même quartier. Même si il a dit 20 ans, même si vous le libérez 50 ans après, s'il sort, le type, ça dit que les parents de la victime repenseront toujours à ce qui s'est passé hier. Ils vont revivre l'action comme si c'était à l'instant T. Ça peut toujours provoquer des troubles. Et ça peut même exposer la personne qui vient juste d'être libérée. Donc il y a ces aspects-là. Si on peut aller à la réclusion criminelle à perpétuité, mais en ce moment, il faudra que les mesures d'accompagnement suivent. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. Bien, je réagis un peu à ce qu'il a dit à propos de choses là. Quand effectivement le thème de cette année même, c'est sur la détention des condamnés à mort. C'est sur la détention des condamnés à mort. Et je crois en 2017, il y a à peu près 80 pensionnaires qui se sont suicidés en France. Et ils sont des pays développés. Mais nous vivons selon nos moyens. Mais je vous dis que les conditions d'alimentation, même si les conditions d'alimentation ne sont pas aussi bonnes que ça, mais ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré. Ça, il faut le reconnaître. Même les ustensiles avec lesquels on prépare les choses, ça s'est beaucoup amélioré. Nous visons les prisons chaque année. Mais l'engorgement, là, c'est ça le problème. Et donc, vous avez eu à visiter des prisons. Quelles sont les conditions de détention des... Nous considérons que c'est des conditions même inhumaines. Il a parlé d'engorgement, quelque chose pour 400, s'il y a plus de 1000 ou 2000. Mais ne pensez-vous pas que le fait que la pratique de la peine de mort n'est pas exécutée, c'est l'une des conséquences? Tous ceux qui sont en prison ne sont pas condamnés à mort. C'est l'une des conséquences. Les condamnés à mort sont minimes par rapport à ceux qui sont en prison. Par rapport à ceux qui sont en prison. Non. Les condamnés, c'est une petite proportion. Et nous veillons à ce qu'ils soient traités aussi avec dignité. Et le pays qui a été ciblé cette année, c'est le Ghana. Il faut reconnaître les prisons ressemblent à des mouroirs. Et nous y veillons. Il n'y a pas ce que nous seulement, il y a beaucoup d'organisations, même nos partenaires veillent à ça, pour que le lieu soit plus humain. Et chacun l'améliore en fonction de ses moyens. On ne peut pas vouloir un hôtel 3 étoiles pour un établissement carcéral. Mais quand même, il faut que ça soit humain. Leur traitement, de leur santé, et même ceux qui ont la charge de les garder, la manière dont ils les prennent, les propos dont ils doivent les lancer, tout cela, n'est-ce pas, doit se faire avec de telle sorte que ça n'entend pas leur dignité. Mais il faut reconnaître, les prisons laissent à désirer. Les prisons laissent à désirer. Mais il y a beaucoup de raisons à ça. L'engorgement, il y a beaucoup de raisons à ça. Parce que nous quand nous visitons les centres de détention, nous n'allons pas pour regarder seulement ceux qui sont là-bas. Ceux qui ont en charge ceux-ci-là, ils sont là-bas à la disposition des juges. Quelles sont leurs conditions de travail? Nous nous intéressons à ça aussi. Et de tout temps, on fait des rapports, on adresse à qui de droit. En 2018, tout près, quand j'ai vu le tribunal à Kangaba, quand je suis parti à Kangaba, quand j'ai vu la salle d'audience du juge de Kangaba, mais c'est pas possible. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au même moment pour que ça impacte sur ces détenus-là. Et ce n'est pas propre au Mali. Eh bien, c'est propre presque à tous les pays africains, et même les pays développés. Les conditions, chaque fois on dit qu'il y a un surplus, un surpeuplement, et ensuite il y a des suicides dans les prisons à cause de leurs conditions de détention. D'accord. Alors, M. Touré, vous avez eu écho de cas de suicide dans les prisons au Mali?
Non, moi je parle du Mali, j'ai dit en France. Si, je sais, j'ai demandé pour le Mali. Non, en fait, le suicide, c'est pas de notre tradition. Comme je l'ai dit, au Mali, qu'on soit prisonnier ou bien qu'on ne soit pas prisonnier, on a tous la même culture. C'est pas dans notre culture de se donner la mort. Parce que religieusement, on nous apprend que c'est interdit, que ça ne se fait pas, vous vous donnez la mort. C'est Dieu qui vous a donné la vie, il ne vous revient pas à vous de vous la prendre. Sinon, si vous la prenez vous-même, vous irez en enfer, etc., etc. Donc, quand les gens grandissent avec de telles idées, ça devient ancré en eux. Hein, ils ne sont pas prêts de s'en débarrasser. Du coup, en tout cas, moi, je n'en ai pas encore eu écho de cas de détenus qui se seraient suicidés parce que ces conditions de détention sont quelque peu inhumaines. Non. Je sais, par contre, qu'effectivement, les conditions de détention sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas dans toutes les prisons. Ce n'est pas dans toutes les prisons. Mais dans les grands centres urbains, c'est pas facile. C'est pas facile. Encore que nous sommes dans des pays où les pouvoirs politiques n'ont pas la tradition de construire des prisons. Les gens ont peur de construire des prisons. C'est dans leur tête que, voilà, tu construis une prison, avant la fin de ton mandat, il se peut que tu te retrouves dedans. Ou même après. Donc, quand les gens croient à des choses pareilles, c'est pas facile. C'est ce qui peut-être peut expliquer, au-delà des lenteurs judiciaires, ça aussi, ça peut expliquer l'engorgement des trucs. Tout comme le taux croissant de la criminalité. Ça aussi, ça existe. Et c'est vrai. Moi, je ne dirais pas d'opter pour la peine de mort, mais si on ne peut pas opter pour la peine de mort comme mesure de désengorgement et qu'on opte pour la réclusion criminelle à perpétuité, comme c'est le cas aujourd'hui de fait au Mali, il faudra qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Impérativement, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que les soins de santé soient appropriés, pour que la nourriture soit appropriée, pour que les couchettes et tout cela. Et donc, il faut construire en ce moment. Hein? Il dit qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais le plus souvent, les condamnés à mort, ils sont dans... Moi, j'étais substitut du procureur à Bamako un temps. Régulièrement, par 2 fois, par semaine, on partait 2 fois visiter la prison centrale. Donc, je sais que les condamnés à mort, ils sont dans une seule cellule. Voilà, ils sont tous regroupés en un seul lieu. Mais ils peuvent aller jusqu'à combien dans une cellule? Ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux. Disons-nous la vérité, ils sont nombreux. Non, je dis par rapport à l'effectif. Voilà, oui, non, pas par rapport à l'effectif général. Ils sont nombreux dans leur coin à eux et dans leur particularité. Ils sont nombreux. Hein? Aujourd'hui au Mali, il y a une 60aine. Aujourd'hui au Mali. Voilà. Il y a une 60aine. Voilà. Vous allez trouver que cette 60aine-là, la majorité de ces 60aines, si la 60aine ne se trouve pas en un seul lieu, la majorité doit être en un seul lieu. C'est ça. Par exemple, moi, je suis juge de paix à compétence étendue du Bafoussam, je n'ai pas de condamné à mort chez moi. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai tout au plus, 30 ou 40 détenus. Tout au plus, ça. C'est des gens qui sont... Voilà, ça va. Ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont une grande cour avec des grandes salles et tout. Donc, puisqu'il n'y a pas d'engorgement, ça va. Et ils arrivent à passer le temps. Mais ce n'est pas le cas dans les autres juridictions pénitentiaires. C'est ça, en fait. C'est la réalité que moi, je vis. Moi, je suis à la prison de Bafoussam. Quand je suis à Bafoussam, sur place, je suis là-bas 2 jours par semaine. Je vais causer là-bas. Ils ont leurs angoisses. Moi aussi, j'ai mes angoisses. Et quand je me sens stressé, je vais causer avec eux. Ça ne m'empêche pas, naturellement, de traiter leurs trucs. Hein? Donc, je sais que ce n'est pas facile. Même pour ceux-là qui ne sont pas condamnés à perpétuité ou qui ne sont pas condamnés à mort, à fortiori quelqu'un qui est condamné à mort ou à perpétuité. Vous savez, il n'y a rien de plus... C'est ce qui d'ailleurs soutient les non-abolitionnistes, comme Amnesty International et autres. Eux, ils pensent que c'est beaucoup plus dissuasif, beaucoup plus correctif pour quelqu'un d'être mis en prison à vie. Que ça lui permet de prendre toute la mesure de la gravité de l'acte qu'il a posé. Bon, de l'autre côté, les non-abolitionnistes, eux, ils pensent que non, il faut tuer pour dissuader. Parce que qui sait qu'il sera tué s'il tue, il réfléchira à 2 avant de le faire.
Ça, c'est ceux qui soutiennent ceux qui ne veulent pas de l'abolition de la peine de mort. Mais des organismes comme Amnesty International pensent que non, quand on garde les gens. Alors que moi, je crois que quelque part, c'est même une torture morale, c'est même inhumain que de laisser quelqu'un en prison à vie, sachant que ça, vous le torturez moralement. Il est là, il sait que sa vie, ça n'est quelque peu fini. Il n'est pas prêt de sortir tout de suite de prison, etc. etc. Il n'a pas de vie. C'est la routine. Il se lève là, d'un matin, il est encore là. La nuit, il est encore là. Ainsi de suite. Il n'y a rien de plus pénible que ça. D'accord. Donc, autant n'est pas le tuer. Autant n'est pas le tuer. Ouais. Mais selon vous, que faut-il faire? S'ils ne peuvent pas rester totalement, on ne doit pas les... Non, je n'ai pas dit rester, parce que la réclusion à perpétuité, c'est une peine. On a dit pourquoi on ne veut pas qu'on les exécute. On a donné les raisons. Lui-même, il a évoqué les règles judiciaires. Les innocents peuvent être exécutés. Et ça se fait. Vous voyez? Ça se fait. Et c'était une pratique courante par nos dictatures. Vous voyez? Mais selon vous, que faut-il faire? C'est-à-dire abolir la peine de mort. Et comment dirais-je, la peine maximum soit la réclusion à perpétuité. Mais ne pensez-vous pas que la réclusion à perpétuité peut avoir d'autres conséquences? C'est une punition pour son fait. Il n'y a aucun problème. Seulement c'est à la charge. C'est une punition. C'est à la charge. Mais c'est la société qui le punit. C'est normal que ça soit à la charge de la société. C'est la société qui le punit. Ça, c'est normal. C'est la société qui le punit. Ce n'est pas celui qui... C'est-à-dire, ce n'est pas la victime qui le punit. Et je vous dis, il a dit que les victimes... Mais quand on rend justice, quelqu'un qui a tué, il a fait un crime, parce qu'on parle de meurtre seulement. Non, il n'y a pas seulement que le fait de tuer qui soit passible de la peine de mort à travers le monde. Mais les gens se focalisent sur le meurtre. Mais prenons ça. Quand déjà quelqu'un le meurtrier du frère de quelqu'un a été pris, il a été jugé, condamné, la justice lui a été rendue. C'est ça la justice institution. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas devant une justice de vengeance. C'est à la justice, n'est-ce pas, de lui faire droit. Le meurtrier a été poursuivi, il a été condamné. Je crois que ça soulage. Et les indemnisations là, mais même si on donne 1 milliard à quelqu'un, ça ne peut pas faire revenir son frère. Mais quand même, il a un soulagement le fait que la société a puni le meurtrier de son frère. Donc, ce n'est pas une torture morale. Ce qui est une torture morale, il ne faut pas que la prison soit aussi un mouroir. Et les organisations de défense des droits de l'homme sont là pour ça. Nous y veillons. Mais nous nous mettons dans la mesure des moyens de l'État. Ça, c'est n'importe où. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais... D'accord. Oui, et vous, M. Touré? Oui, en fait, moi, je comprends sa position. Je comprends sa position, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les sociétés qui sont prêtes à supporter de nourrir quelqu'un qui a commis un tel acte. Parce qu'effectivement, quand vous condamnez quelqu'un à perpétuité, vous le mettez à la charge de la société. Il sera, ceux qui sont actuellement condamnés à perpétuité, ils sont à ma charge, à votre charge. C'est nos impôts qui les nourrissent, ce sont nos impôts qui les soignent, ce sont nos impôts qui les logent, ce sont grâce à nos impôts qui se lavent, etc., etc. Vous voyez un peu? Ceux qui soutiennent cette idée-là pensent que on ne paye pas nos impôts pour ça. Pas pour nourrir quelqu'un qui a ôté la vie à quelqu'un d'autre. Pas pour prendre soin de lui. Non. Mais comme il l'a dit, eux, ils sont dans leur rôle. Mais ce rôle-là, il faudrait qu'ils trouvent le moyen de le cadrer avec les réalités socio-culturelles des différents pays. Ici au Mali, quand on prend le cas spécifique du Mali, c'est le plus souvent pour les cas de meurtre.
d'assassinat et autres. C'est cela. On ne condamne pas à mort pour viol, pourtant c'est un crime. On ne condamne pas à mort pour pédophilie, pourtant c'est un crime. Non. C'est de ça dont je parle. Notre société est une société qui, je ne dirais pas une société de vengeance, mais en tout cas qui tendait vers ça. Je connais des milieux sociaux au Mali où on nous dit à date goudron, ça me suffit. Dès que vous emprisonnez, le type il est soulagé, la victime est soulagée. Même si vous emprisonnez pour quelques heures, la personne est soulagée. C'est ça la mentalité dans certains milieux chez nous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Touré. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et cela me fait à ce débat sur l'abolition de la peine de mort. Un grand merci à nos invités. Mohamed El Béchir Senghare de Amnesty International Mali, Idrissa Hamidou Touré, juge. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Mamadou Ouattara. La régie est assurée par Gagny Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.